justement, en parlant de M. Groslot, je tiens à vous introduire M. Groslot. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon mot, j'ai une très bonne collaboration. J'aime beaucoup travailler dans les dossiers avec Marcel et son équipe. Et comme au bovin, à l'UPA, on a une très bonne collaboration. Alors, bonjour à tous. Merci, Claude. C'est vrai que moi et Claude, on se connaît depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on se côtoie à l'UPA. Puis, j'aime bien travailler avec Claude. J'aime bien son franc-parler. Puis, on peut avancer puis résoudre souvent nos problèmes plus facilement quand on les exprime clairement. Hein? Puis, c'est vrai que cet été, quand tu as eu tes soucis de santé, on a tous été inquiets. On est bien content que tu aies pu récupérer de la façon dont tu l'as fait. Puis, on va pouvoir compter sur toi encore pour plusieurs années. On ne pensait pas que tu reviendrais avec la voix que tu as là, par exemple, mais le docteur a fait une bonne job. Merci. C'est mieux d'en rire aujourd'hui. Wow, hein? C'est ça. Je vais tout de suite répondre à monsieur qui faisait la demande par rapport au Fonds de défense professionnelle. En fait, pour soumettre un cas au Fonds de défense professionnelle, ça peut être par la fédération spécialisée ou la fédération régionale ou le syndicat local, mais il faut que la demande soit soumise par une des instances de l'UPA, et par la suite, elle est traitée par un groupe indépendant qui analyse les causes qui leur sont soumises en fonction des critères du Fonds de défense. Un des critères, c'est qu'il faut que ce soit une cause qui ait une portée collective. Alors, si dans ce cas-là, la façon dont vous êtes traité pourrait résoudre la façon dont d'autres producteurs sont traités dans les mêmes circonstances, ça pourrait être admissible au Fonds de défense professionnelle. Donc, c'est de voir avec soit votre syndicat local, syndicat de producteurs de bovins ou autre, est-ce que vous pouvez être accompagné dans ce dossier-là. Claude a abordé plusieurs points que je vais traiter. Je vais le traiter sous l'angle UPA, peut-être en ajoutant les considérations dans ces dossiers-là pour les autres productions. C'est la raison, d'ailleurs, pourquoi on est affiliés ensemble. C'est pour, dans les dossiers qui nous concernent et pour lesquels on peut avoir des enjeux communs. Bon, je vais regarder de l'autre côté aussi. Là, j'étais comme de partager ces informations-là, puis de partager les efforts qu'on met pour faire avancer ces dossiers-là ensemble. Et donc, je vais le faire. Dans l'Union des producteurs agricoles ou la Fédération des producteurs de bovins, essentiellement, on a deux raisons d'exister. La première, c'est de faciliter, d'organiser la mise en marché pour essayer d'obtenir le meilleur prix possible. Ça, c'est votre travail de tous les jours. La deuxième, c'est d'être la voix des producteurs au niveau public, au niveau politique, pour se faire attirer l'attention lorsque nécessaire, se faire entendre lorsque des dossiers nous touchent, que ce soit vis-à-vis le monde municipal, provincial ou fédéral, ou même international. Vous avez renoué votre association avec les Canadian Cattlemen, mais c'est pour faire entendre la voix du Québec dans le reste du Canada au niveau de la production bovine, puis c'est important. Nous, on est associés à la Fédération canadienne de l'agriculture pour la même raison, et on a même des liens avec des organisations internationales pour la même raison. Donc, c'est important, ce rôle-là, de faire entendre nos voix. Et dans l'organisation, disons, démocratique de la société dans laquelle nous vivons, le Québec, le Canada, il y a une occasion particulière où on peut vraiment se faire entendre, c'est lors des élections, donc aux 4 ans, et une autre à chaque année, c'est lors du dépôt du budget et lorsque le gouvernement fait ses consultations pour préparer le budget et assurer ou soutenir chacun de ses ministères. Alors,
Pour la présentation de ce matin, je vais utiliser la présentation qu'on a faite lors du dernier budget provincial, la rencontre, le document qu'on a déposé à M. Girard lors de la consultation pré-budgétaire. Ça aussi, c'est une autre indication de l'importance de l'Union. C'est qu'à chaque année, l'Union est invitée à déposer un document et on a une rencontre avec le ministre des Finances pour faire état de la situation de l'agriculture et lui expliquer nos demandes. Et on exige, ou on exige, c'est un grand mot, on ne peut pas exiger, mais on demande au ministre de l'Agriculture de pousser dans le même sens que nous pour assurer que son ministère soit doté des fonds puis des nécessaires à la réalisation de ces mandats. Pour rencontrer M. Girard, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on on a tracé un portrait de l'agriculture du Québec par rapport à l'économie en général. Donc, comment se comporte l'agriculture du Québec depuis les dernières années? Donc, on a pris les chiffres au niveau du PIB, produit intérieur brut, parce que le produit intérieur brut, c'est l'indication de la santé économique d'un pays. Lorsque le produit intérieur brut augmente, habituellement, les emplois augmentent, la richesse augmente. Les exportations augmentent, donc c'est vraiment une indication importante. Lorsqu'on compare le produit intérieur brut agricole par rapport au produit intérieur brut de l'ensemble de l'économie, de 2012 à 2017, au niveau des cultures, en fait, de 12 à 17, donc les 5 dernières années, au niveau des cultures, le secteur végétal, il y a eu une croissance de 20 % de leur secteur, alors que l'ensemble de l'économie, c'était une croissance de 8 %. Donc, ça veut dire le maraîcher, céréales et autres, le végétal. Au niveau de l'élevage, plus 13 %. Ça comprend naturellement le bovin, le lait, la volaille, le porc. Au niveau, et l'agriculture en général, c'est 17 %, plus 17 %, alors que l'économie, comme je l'ai dit, c'est 8 %. Donc, le secteur agricole a mieux performé que l'économie en général dans une période où l'économie a bien performé. Fait que c'est quand même, pour le ministère des Finances, pour le gouvernement, c'est important d'être conscient de ça. Si on le prend de 2008 à 2017, là, c'est sur 10 ans, encore une fois, je vais vous le mentionner parce que ça indique un peu certains changements dans la société ou dans le marché. Au niveau des cultures, plus 31 %. Au niveau de l'élevage, plus 17 %. Et au niveau de l'agriculture, plus 24 %, alors que l'économie en général, plus 13 %. Donc, encore une fois, que ce soit sur 5 ans ou sur 10 ans, le PIB a cru plus vite que pour l'économie en général. Donc, ça veut dire qu'on est un secteur qui tire l'économie du Québec vers le haut. Et c'est grâce principalement au travail des agriculteurs, parce que sans le travail, sans la production agricole, il n'y a pas de secteur agroalimentaire à proprement parler. Au niveau des emplois, c'est la même chose. On a créé plus d'emplois que l'économie en général pendant cette même période-là, que ce soit au niveau de la production ou au niveau de la transformation. Au niveau, le talon d'Achille du secteur agricole, donc oui, ça va bien au niveau de ce chiffre-là, mais quand on compare, il y a certaines choses qui sont plus inquiétantes. C'est notamment au niveau des investissements en agriculture, les dépenses en immobilisation en agriculture, là, on traîne de la patte. Les dépenses en immobilisation, ben, c'est lorsqu'on construit des bâtiments d'élevage, l'acquisition de terre, c'est ça. C'est sûr. Quand on immobilise, c'est qu'on dépense sur le long terme. C'est pas uniquement pour faire fonctionner la ferme à tous les jours, c'est des dépenses sur le long terme. Alors, lorsqu'on regarde de 2008 à 2018, donc les 10 dernières années, les investissements, les dépenses en immobilisation en Ontario, puis là, c'est les mêmes données puisque c'est Statistique Canada. Donc, on compare des choses comparables. Leurs dépenses sont passées de 850 millions par année à 1,2 milliard pendant cette période-là. Donc, une croissance des dépenses en immobilisation. Au Québec, nos dépenses sont passées de 650 millions à 600 millions. Donc, une stagnation de nos dépenses en immobilisation. Ça veut dire
ce qu'on fait de plus, on le fait dans des équipements qu'on a mis, en tout cas qui ne suivent pas, dans lesquels on investit peu. Donc ça, c'est inquiétant. Et c'est inquiétant pour l'avenir parce que, inévitablement, ces dépenses-là vont devoir se faire. Alors, ça, c'est un point que ça fait longtemps qu'on fait valoir. Et comme on a un nouveau gouvernement, un nouveau ministre des Finances, pour nous, c'est important de bien lui expliquer ça. Alors, après avoir tracé un peu le portrait de la situation, on est allé plus directement sur nos demandes. Alors, la première demande qu'on a faite, c'est de bonifier, d'avoir un programme pour soutenir l'investissement en agriculture, pour récupérer ce retard-là. Dans la politique bioalimentaire, il avait été annoncé un 195 millions sur 5 ans. Ce programme-là est maintenant disponible, pas également à toutes les productions, c'est un des points qu'on soulève, mais notre message a été entendu puisque dans le dernier budget, le gouvernement a annoncé un 50 millions supplémentaires par année pendant les 5 prochaines années. Donc, aux 195 millions existants, on ajoute un 250 millions. Là, on n'a pas encore les critères selon lesquels ce programme-là ou ces argents-là seront disponibles, mais le message a été entendu. Ce qu'on a aussi dit à M. Girard, puis on l'a répété au ministre de l'Agriculture, c'est est-ce qu'on pourrait simplifier l'accès à ces programmes-là? C'est des programmes importants, mais c'est coûteux de les utiliser. Pour des investissements ou des sommes relativement modestes, les producteurs sont obligés de dépenser, soit en service conseil, soit en ingénieur, soit en architecte, des montants importants. Et ça, on pense que c'est pas... on a soumis des exemples concrets au ministre de l'Agriculture pour lui dire que ça n'avait pas de bon sens. Et il était sensible à ça. Ils sont en train de revoir ça. Mais rendre le programme plus facilement accessible et lui donner une vocation agro-environnementale aussi. Actuellement, ce n'était pas dans les critères. Le deuxième point qu'on lui a mentionné, moderniser les outils de gestion des risques. En agriculture, l'investissement à long terme dépend de la façon dont tu peux gérer tes risques, parce qu'ils sont importants, les risques en agriculture. Les risques climatiques que tout le monde connaît, les risques maladie des troupeaux, puis les risques de variation des prix des marchés. Ces trois risques-là, ces trois volets des risques sont partagés entre l'État et les producteurs. Dans tous les pays industrialisés, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure de comment les autres pays interviennent en agriculture. Vous allez voir, le Canada, on ne suit pas, là. On ne suit pas actuellement, ni le Québec. Mais je vais y aller tout de suite parce que ça s'inscrit bien maintenant. Lorsqu'on regarde de 2012 à 2017, je compare de 2012 à 2017, là, je vais vous donner le pays dans lequel il y a le plus de soutien agricole, c'est la Norvège actuellement. En Norvège, en 2007, pour chaque dollar de revenus agricoles, le gouvernement, par les programmes gouvernementaux, les producteurs touchaient 52 sous. Donc, c'est énorme, là. Ça veut dire pour chaque dollar, c'est 50 cents. C'est sûr que c'est pas ça qu'on veut non plus, là. On n'est pas là, là. Mais c'est pour vous dire les écarts qu'il peut y avoir. Si on se compare avec des pays avec lesquels on compétitionne, prenons l'Europe, les 28 pays d'Europe, donc l'Union européenne, en 2012, c'était 18 sous par dollar de revenu. En 2017, c'est un petit peu plus bas, on est plus autour de 16 sous par dollar de revenu. Donc, chaque dollar qu'un agriculteur reçoit en Europe, il y a 16 sous de contribution gouvernementale. Lorsqu'on va dans les pays de l'OCDE, donc encore plus des pays avec lesquels on compétitionne, là, en 2012, on est autour de 11 sous, en 2017, 10 sous. Si je prends les États-Unis, on est à 8 sous. Donc, aux États-Unis, par dollar de revenu, il y a 8 sous qui viennent des programmes gouvernementaux. Si je prends le Québec, en 2012, on était presque à 10 sous.
En 2017, on est à 5 sous. Donc, quand on dit qu'il y a eu des coupures au niveau du soutien gouvernemental au Québec, c'est vrai. Puis lorsqu'on regarde, je vous ai montré la courbe des investissements, là, bien, quand vous regardez la courbe des investissements par rapport au soutien, bien là, il y a une corrélation directe. C'est sûr que s'il y a moins de soutien, puis qu'il y a plus de risques, bien, il y a moins de gens qui sont en mesure d'investir à long terme. Et lorsque je prends le Canada était à 7 sous, puis il est à 4 sous actuellement. Et donc, le soutien agricole au Québec et au Canada est inférieur au soutien agricole aux États-Unis, alors qu'on a une agriculture nordique, donc qui exige plus de dépenses. On a certains avantages, mais il y a aussi des dépenses associées à ça. On est plus loin des grands marchés, parce que le Canada, c'est pas un grand marché. Et on n'a pas la taille des entreprises américaines non plus. Fait que quand on met ça dans le panier, puis qu'on ajoute à ça que les États-Unis soutiennent plus leur agriculture que le Québec et le Canada, bien, c'est sûr que ça explique en partie le ralentissement de nos investissements. Donc, on a donc demandé au gouvernement d'investir, puis à ce niveau-là, bien, le budget n'a pas livré ce qu'on souhaitait. Mais en fait, on n'avait pas besoin d'un investissement si important dans le budget. On a juste à dépenser ce qui est alloué à la financière agricole. L'année passée, la financière agricole a fait 127 millions de surplus sur un budget de 438 millions. Alors, l'argent, il y en a. Puis le budget de la financière a été renouvelé à presque à la même hauteur cette année. L'ASRA n'est pratiquement pas intervenue depuis 2012 dans aucune production, presque pas. Donc, les sommes sont là s'il y a une volonté politique d'intervenir un peu plus en agriculture. Ce qu'on a demandé, c'est une intervention spécifique au MRC dite, on parle, nous, des régions périphériques, là, mais il y a un terme pour ça, les MRC jugés prioritaires. On voit que l'agriculture du Québec ne se développe pas à la même vitesse dans toutes les régions. Au centre du Québec, Saint-Hyacinthe, en bordure du fleuve, là, nord et sud, là où le climat est un peu plus favorable, on le voit aussi par le prix des terres, l'agriculture, quand même, se développe plus rapidement et plus intensément dans ces secteurs-là que dans nos régions périphériques. Donc, on disait, il y a un signal à donner pour soutenir un peu plus l'agriculture. Puis l'Abitibi avait fait un travail là-dessus de bonifier de 3 % Agri-Québec et d'amener, ça amènerait dans nos régions un 30 millions de plus. Donc, bonifier Agri-Québec pour les régions et pour les petites entreprises. Donc, ça, on a demandé ça. On y travaille encore. Bonifier le programme Agri-Québec Plus. Le programme Agri-Québec Plus, bien, c'est notre agri-stabilité ici pour les entreprises qui n'ont pas d'ASRA ou de gestion de l'offre. Et surtout, travailler sur un programme d'assurance récolte pour l'ensemble des productions. Ça, c'est important. Et le dernier point, bien, c'était le point sur la hausse du salaire minimum. Ça a l'air de rien, là. C'est sûr que dans nos domaines, je vais dire nos domaines, le laitier et bovin, on a moins de, disons, la ressource humaine, on a moins d'employés que dans le maraîcher, par exemple. Mais dans le secteur des fraises framboises, le maraîcher, où 50 % des coûts de production, c'est la main-d'œuvre, bien, c'est sûr que vous augmentez le salaire minimum plus vite que l'inflation, ça a un impact. Alors, c'est clair que ça, pour eux, c'est important. Alors, voilà les demandes qu'on avait faites au niveau de la sécurité du revenu. J'avance. La taxation foncière agricole. Ça, c'est un autre. Actuellement, le programme qui intervient le plus en agriculture, c'est le programme de remboursement des taxes foncières agricoles. C'est le programme, c'est là où le ministère de l'Agriculture dépense le plus à chaque année. Les évaluations municipales, pas les évaluations, les taxes municipales sur le foncier agricole de 2007 avec une projection pour 2020 sont passées de 142 millions à 262 millions. Ça, c'est 120 millions de revenus de plus pour les municipalités où il y a du foncier agricole. La partie assumée par les producteurs est passée de 35 millions. Donc, en 2007, là, vous puis moi, on payait 35 millions en taxes foncières
agricole. En 2020, c'est 85 millions. Donc, c'est plus 50 millions. Donc, du 120 millions, il y a plus 50 millions qui est assumé par les producteurs. Et le gouvernement, son programme est passé de 107 millions à 177 millions. Ça ne marche plus. Ça, il y a longtemps, nous, on le dit depuis 2005 que ce programme-là allait créer ce que l'on voit maintenant. On a fait des manifestations, ça fait 2 fois qu'on bloque les pistes de motoneige. On le savait, puis on le sait, ça ne marche pas. Il a manqué de courage, les gouvernements précédents ont manqué de courage pour intervenir dans la loi fiscale pour limiter la valeur taxable des terres agricoles, comme la plupart des pays le font. La plupart des pays ne remboursent pas les taxes foncières agricoles. Ou ils ne taxent pas les terres, ou ils plafonnent la valeur taxable des terres agricoles. C'est beaucoup plus simple comme ça. L'Ontario applique un taux distinct, 25 de la valeur du taux résidentiel. Il y a des façons plus simples que notre programme d'intervenir, puis on est d'accord avec ça. Mais là, on a laissé gonfler la balloune. Puis là, une fois que la balloune est gonflée, bien, c'est dur de la dégonfler parce que les municipalités ont besoin de ces revenus-là. Puis là, on est dans un enjeu beaucoup plus important vu les montants en jeu. Là, ce qu'on a fait, le ministre nous a dit qu'il allait intervenir. Le gouvernement est conscient. Dans le dernier budget, ils ont adopté, il y a 12 millions supplémentaires qui vont être ajoutés au programme gouvernemental pour combler l'effet que les dépenses de ce programme-là sont plafonnées à 5 par année. Et l'année prochaine, il y a un 15 millions supplémentaires qui est ajouté. Mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de changement. Ça, on nous indique, en disant ça, qu'il n'y aura pas de changement au programme avant 2021. Et là, ce qu'on a demandé lors du dernier Conseil général, c'est un gel des taxes foncières agricoles d'ici à ce que le programme soit modifié. Alors là, vous allez entendre parler de ça. La nouvelle va sortir. Le communiqué de presse est supposé de partir dans ces jours-ci. Mais on demande un gel des taxes foncières tant qu'il n'y aura pas une modification du programme et des lois encadrant cette situation-là. Juste à titre, vous donner une idée, le revenu net agricole, c'est 1 milliard au Québec. Le coût pour les taxes, pour certains producteurs, c'est plus que c'est 25 de leur revenu net. Malgré le programme, là, dans certains cas, c'est 25 de leur revenu net qui va en paiement des taxes malgré le programme. Alors, vous voyez bien que c'est une charge que les producteurs ne peuvent plus assumer. Puis, le 5 ça prend 5 $ de rendement par 100 $ d'évaluation. Bien, il y a des producteurs qui sont en production, ce ne sont pas des producteurs marginaux, là, des producteurs céréaliers qui n'arrivent plus à produire à cause de la valeur de leur terre, qui n'arrivent plus à générer 5 $ de revenus par 100 $ d'évaluation. Ça commence à être un méchant problème, là. Alors, voilà pour ce dossier-là. L'autre point, c'est la relève agricole. Avec ce que je viens de mentionner, le prix des terres, c'est sûr que pour la relève agricole, ça devient... Et pour le transfert des entreprises agricoles, ça devient un enjeu de plus en plus grand. Donc, on a sensibilisé le ministre à ce niveau-là. Pour faire face aux investissements nécessaires, il va falloir mettre en place des programmes de capital patient. Nous, on appelle ça du capital patient, pour permettre aux jeunes de pouvoir accéder aux actifs agricoles. Puis le dernier point que vous avez parlé, c'est mettre en œuvre un plan vert agricole. Lors de la dernière campagne électorale, on l'a mentionné, là, les pressions sociales sur l'agriculture vont aller en croissant. Ça ne diminuera pas. Que ce soit sur l'élevage, le bien-être animal, l'usage des pesticides, la préservation des milieux humides, le réchauffement climatique, la pression ne diminuera pas, c'est clair. Puis j'ai aimé l'intervention qui a été faite tantôt pour donner un exemple des productions porcines. Si on prend la production porcine des années 90, 2000, ce qu'ils ont traversé comme pression sociale, puis la façon dont ils ont réagi,
les mesures qu'ils ont prises, puis les résultats aujourd'hui, on voit qu'on peut changer les choses, on peut changer la perception du public lorsque on prend les moyens de le faire. Actuellement, la pression vient beaucoup de la méconnaissance. Les gens ont une méconnaissance de nos pratiques agricoles, de nos pratiques d'élevage. Le premier point, informer, informer, informer. C'est pour ça qu'on produit de plus en plus de capsules, vidéos, avec des producteurs sur leur ferme, et on montre de quelle façon ces gens-là travaillent, de quelle façon les familles s'impliquent, de quelle façon on prend soin de l'environnement, de quelle façon on prend soin de nos animaux. Ce que vous avez fait avec McDonald's, des producteurs bovins, moi je le vois à la télévision, c'est vraiment bien, ça. Parce qu'on voit ces gens-là, on voit la personne qui vient témoigner du souci pour l'environnement. Ça, c'est vraiment bien. Ça, il faut en faire de plus en plus de ça. Donc, je vous félicite sur ce volet-là, vraiment. On a, au congrès de l'UPA, abordé ça de front. Puis, c'était volontaire. Il y a des producteurs qui ont moins aimé ça parce qu'il y a une jeune femme qui est venue dire qu'on arrête. On se projetait en 2048, puis elle a dit en 2048, de la viande, on n'en mangera plus. Alors, bon. Puis, on avait aussi, sur le même panel, un homme, M. Roy, d'un certain âge. Puis, l'idée de ce panel-là, c'était d'avoir, bon, comment réagit un jeune par rapport à tout ce qui se passe versus une personne qui a de l'expérience et du vécu. Bon, alors, ça n'a pas donné le résultat qu'on voulait, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que faut l'entendre, ça. On ne peut pas ne pas l'entendre. C'est là, ça existe, il faut l'entendre. Parce que si on refuse de l'entendre, on n'améliorera pas notre situation. Donc, ça a été dit. Puis, c'est un fait, les jeunes sont de plus en plus critiques par rapport, et soucieux aussi par rapport à l'environnement. Et c'est normal qu'ils soient soucieux de l'environnement parce que ça fait des années qu'eux entendent le message que s'il n'y a rien qui change, on s'en va vers des catastrophes. Puis les jeunes, là, sont plus sensibles que les adultes à ces messages-là. Donc, ça fait des années qu'ils entendent ça. Alors, la situation est là. Puis ils ont raison un peu de s'inquiéter. Il ne faut pas dire que tout va bien, là. On regarde le réchauffement climatique. On regarde, je ne sais pas si vous avez vu les inondations dans le Midwest américain cette année. En Iran, les catastrophes climatiques, là, il y en a beaucoup. Donc, et on en a vécu ici 2 années de sécheresse au Bas-Saint-Laurent, comme on a vécu. C'était pas rien, là, pour ceux qui les ont subis. Donc, il y a un phénomène qui se passe, il faut être conscient de ça. Maintenant, on a, nous autres, 2 choses à faire. Améliorer nos pratiques, faire de la recherche, puis essayer de contribuer à réduire les risques de l'environnement ou du réchauffement climatique ou des risques liés à la détérioration de notre environnement. On a une responsabilité. C'est comme ça que les producteurs de porc ont fait face à la situation. Ils n'ont pas dit « tout va bien, puis achalez-nous pas ». Non, ils ont été très conscients qu'il fallait qu'ils changent certaines pratiques, fallait qu'ils réduisent les odeurs, fallait qu'ils réduisent le phosphore dans les purins, fallait qu'ils utilisent mieux les purins. Ils étaient conscients de ça. Puis ils ont valorisé le produit, puis ils ont travaillé sur leur image. Puis aujourd'hui, ils ont passé au travers d'une crise qui était importante. Puis c'est une production qui est souvent citée en exemple. Donc, on peut le faire. Moi, ce que je vous invite à faire dans ce dossier-là, c'est travailler avec nous au plan vert qu'on propose. Le plan vert, c'est impliquer les agriculteurs, les ministères, les intervenants concernés dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie d'action sur l'agro-environnement et l'élevage, couvrant un horizon d'au moins 10 ans. Il faut arrêter de travailler dans le court terme. Travailler sur ces enjeux-là, c'est du long terme. On ne peut pas changer ça d'un an. Puis là, actuellement, les budgets, c'est souvent d'1 an à 1 an, 2 ans, 3 ans.
il faut avoir une vision à long terme et des objectifs à long terme. Accroître les budgets en recherche afin de développer pour chaque production des solutions permettant, entre autres, une meilleure utilisation des pesticides, une réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation des entreprises au changement climatique. Parce que les changements climatiques, ils sont là. Au Québec, on a gagné plus de 20 jours de végétation dans le sud du Québec, là, de croissance des plantes depuis les années 70. Donc, on est un des pays, puis ça a été dit cette semaine, qui se réchauffe plus vite parce qu'on est au nord. Donc, on va encore avoir davantage de jours de croissance. Donc, on va avoir des bénéfices au niveau agricole et agronomique, mais on va avoir des enjeux aussi. Donc, il y a une adaptation qui va devoir se faire. Former les producteurs, améliorer l'offre de services conseils. Voilà. Promouvoir et rétribuer les producteurs pour les biens et services écologiques rendus. Ça, c'est une autre façon de soutenir l'agriculture, puis c'est acceptable socialement. Soutenir et rétribuer les producteurs pour les biens et services écologiques. Vous entretenez une bande riveraine, mais ça vaut quelque chose pour la société parce que vous protégez l'eau dans ce ruisseau-là ou dans cette rivière-là. Vous ne le faites pas pour vous parce que cette eau-là, elle reste pas, elle coule. Donc, vous le faites pour quelqu'un d'autre. On le fait pour la société. Donc, rétribuer ces biens et services-là. L'adhésion au club agro-environnemental, par exemple. Pourquoi que si on adhère à ces clubs-là et qu'on embarque dans les changements puis l'amélioration de nos pratiques, ça devrait être soutenu. Le dépistage qu'on fait, les mesures, les investissements qu'on met dans nos bâtiments. Donc ça, c'est ça, rétribuer les producteurs pour les biens et services écologiques rendus, c'est ça. Donc, à ce niveau-là, moi, j'en fais beaucoup d'interventions. J'ai fait encore une entrevue ce matin sur les pesticides avec la radio de l'Abitibi. Donc, c'est sûr que ça n'arrêtera pas. On a accepté, nous autres, on a cru, puis on croit que la commission, la CAPERN, qui va se pencher sur l'usage des pesticides, les options pour en utiliser moins et l'enjeu de la compétitivité, parce que c'est important de mettre tout ça ensemble. On pense que ça va être bien que publiquement, on en parle, qu'on mette devant le public la situation telle qu'elle est. On n'a rien à cacher. Ce qu'on fait, on le fait pas mal. Ce qu'on fait, on le fait pas pour faire mal. On n'a rien à cacher, les producteurs, par rapport à ça. Donc, on va le dire. Moi, j'ai rencontré Dominique Champagne et Laure Varidel sur le PAC. Le PAC, là, il n'y a pas beaucoup de producteurs agricoles qui sont à l'aise de signer ça. Parce que là-dedans, on dit ne pas consommer de viande d'élevage. Mais là, j'ai dit à M. Champagne, j'ai dit, si on se met tout à chasser, j'ai dit, il va manquer de lièvre, c'est sûr. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. On ne peut pas recommander de ne manger que de ne plus manger de la viande d'élevage. Le poisson est élevé. Je fais quoi? Ça ne tient pas. Ouais, mais il dit, lui, c'est un groupe d'experts. Bon. Mais j'ai dit, ça ne marche pas pour le Québec. 70 % de l'agriculture au Québec, c'est l'élevage. Fait que vous dites, là, sur 70 % de notre agriculture, on arrête ça. Ça ne marche pas. Ça ne correspond pas aux enjeux qu'on a au Québec. Puis il était intéressé d'entendre ça, là. Parce qu'il n'y a pas... C'est eux qui ont pris contact avec nous, d'ailleurs, là. Donc, il faut leur parler. En octobre, on veut organiser un colloque, l'UPA, là, sur toute la question environnementale. Parce que je pense que plus on va en parler, plus les consommateurs vont voir qu'on s'en préoccupe et plus ils vont vouloir travailler avec nous. Fait que c'est ça l'approche. L'approche, c'est pas de dire achalez-nous pas, c'est de dire venez avec nous voir ce qu'on fait, puis venez nous aider à nous améliorer. Puis nous améliorer, ça se peut que ça coûte de quoi, puis nous améliorer, ça se peut que si ça coûte de quoi, que vous soyez aussi mis à contribution comme consommateur. C'est là qu'on va voir si les babines suivent les bottines. Ou l'inverse, là. C'est correct. Les bottines suivent les babines, c'est ça. Mais en tout cas, moi, je pense qu'on a des beaux défis devant nous. Puis, mais on a des enjeux, mais vous savez,
on est dans une production, on est dans un domaine indispensable, parce que toi, tu disais tout à l'heure, je vous mets au défi d'arrêter de respirer pendant 2 jours. Toi, tu l'as essayé, ça n'a pas marché. Ils lui ont donné une machine. Mettons, ça prend une machine pour compenser. Mais arrêter de manger, ça ne marche pas non plus. Puis nous, on produit de la nourriture. Fait que c'est là-dessus qu'on va travailler ensemble. Alors, je vais tracer c'est sûr que j'aurais pu parler d'autres dossiers, là. C'est sûr, il y a le plan de financement de l'UPA qui va être en consultation dans les prochains mois, donc je vous invite à suivre ça de près. On va faire le tour de tous les conseils d'administration sur cette... on espérait faire adopter un plan de financement en décembre 2019 pour les 5 prochaines années. Donc, je veux simplement, pour terminer, là, l'Union, c'est des affiliés. Mais je veux dire un mot pour nos 12 fédérations régionales. Et souvent, le travail qui n'est pas toujours reconnu que ces gens-là font sur le terrain. Il y a beaucoup de travail qui est fait au niveau de l'aménagement du territoire, les PDZA, tout le travail que les fédérations régionales et les MRC ont fait dans les PDZA pour s'assurer que l'agriculture soit reconnue, mais surtout que les pratiques agricoles actuelles soient comprises. Tout le travail au niveau du suivi de la réglementation municipale, tout le travail qui est fait pour s'assurer que les zonages, le zonage que les municipalités font ne soit pas conflictuel pour la pratique agricole, les relations que ces gens-là entretiennent, nos fédérations régionales, avec le milieu municipal sur lequel on travaille. Nous, nos terres sont dans toutes les municipalités du Québec. Il y a un travail énorme qui est fait à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que le plan de financement, c'est ensemble comment est-ce qu'on finance nos fédérations régionales et la Confédération. Alors, on va faire le point avec vos conseils d'administration, mais soyez assurés que il se fait un gros travail à ce niveau-là dans toutes les régions du Québec. Puis quand on a besoin de sortir, là, ben c'est souvent eux autres qui nous permettent d'avoir 2000 personnes à un endroit, 1000 personnes à un autre, puis d'être rapide sur la gâchette, puis d'être capable d'être sur le terrain. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas négliger l'importance que ça a pour l'Union, cette présence-là sur le territoire. Alors, on aura à en discuter plus ensemble lorsqu'on fera la consultation. Mais sur ça, je sais que j'ai pris du temps pas mal. Il y aura sûrement des questions. Donc, encore une fois, merci de l'invitation. Puis, au plaisir de faire avancer ensemble nos dossiers.